Une étude de l'American Psychological Association révèle qu'une personne sur 6 a déjà été piégée par un pervers narcissique, mais moins de 20% ont conscience de ce qui leur arrive avant qu'il ne soit trop tard. Et si je te disais que le manipulateur sait exactement comment t'atteindre avant même que tu comprennes que tu es dans un couple toxique? Les relations toxiques ne commencent jamais par des cris, elles commencent par des compliments. Par cette sensation d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui te comprend, alors qu'en réalité, il est déjà en train de cartographier tes failles. Une enquête menée en Europe a même montré que 73% des victimes de manipulateurs pensaient, au début, avoir rencontré l'âme sœur. Et c'est ça qui rend le pervers narcissique si dangereux. Il n'attaque pas ton corps, il s'infiltre dans ton esprit. Il te fait douter de ce que tu vois, de ce que tu ressens, jusqu'à te faire croire que tu es le problème. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Marc Aurèle écrivait que « La force d'un homme se mesure à sa capacité à rester maître de lui-même face à l'adversité ». Freud, lui, observait que certaines personnalités, incapables d'affronter leur propre vide intérieur, cherchent à se nourrir de l'énergie des autres. Selon les études récentes de l'American Psychological Association, environ 1% de la population répond aux critères du trouble de personnalité narcissique, mais ce chiffre grimpe à plus de 6% si l'on inclut les formes plus subtiles et moins diagnostiquées. Derrière ces statistiques se cache un phénomène glaçant. Le narcissique ne choisit pas sa cible au hasard. Dans 78% des cas documentés dans des enquêtes relationnelles, la proie est une personne à haut degré d'empathie, quelqu'un capable de ressentir profondément les émotions d'autrui. Pourquoi vous? Pourquoi cette impression que certains individus semblent sentir votre présence comme un prédateur sentirait une proie blessée? Carl Jung expliquait que les personnes empathiques portent une énergie particulière, un champ émotionnel plus lumineux, qui attire, non seulement les âmes bienveillantes, mais aussi celles qui cherchent inconsciemment à combler leur propre manque. L'empathe capte la douleur des autres, mais cette sensibilité est perçue par le narcissique comme une porte d'entrée, un accès direct à votre monde intérieur. Ce n'est pas seulement votre gentillesse qui attire, c'est votre capacité à comprendre, à pardonner, à offrir un amour inconditionnel là où d'autres se protégeraient immédiatement. Le narcissique, derrière son masque de charme et d'assurance, est en réalité mu par une peur viscérale, celle d'être insignifiant. Sénèque disait que « celui qui craint d'être oublié cherchera à se rendre indispensable ». Et le moyen le plus efficace pour lui est de trouver quelqu'un qui, par nature, fera passer les besoins des autres avant les siens. L'empathe devient alors un miroir parfait dans lequel le narcissique se contemple, se nourrit et se reconstruit, jusqu'à ce que le miroir commence à se fissurer. Il faut aussi comprendre que, selon les recherches en neurosciences, le cerveau d'un empathe présente une activité plus élevée dans les régions liées à la reconnaissance émotionnelle, notamment le cortex insulaire et le cortex préfrontal médian. Cela signifie que vos réponses émotionnelles sont plus rapides, plus intenses, et souvent plus altruistes. Aux yeux du narcissique, c'est une ressource rare et précieuse, comparable à une source d'eau dans un désert émotionnel. Mais pourquoi le narcissique retire-t-il son masque seulement après un certain temps? Parce qu'il sait que l'empathie s'accompagne souvent d'un besoin profond de comprendre et de sauver. Les témoignages de victimes rapportent tous la même séquence. Au début, l'admiration, l'écoute, la connexion intense, puis, insidieusement, les critiques, les petites humiliations, la manipulation subtile. Ce cycle n'est pas accidentel. Il est calculé. Il vise à tester jusqu'où votre compassion peut être exploitée avant que vous ne commenciez à résister. Marc Aurèle rappelait que les choses qui dépendent de nous sont les seules qui doivent nous concerner. Le narcissique, lui, renverse ce principe. Il veut que vos émotions, vos choix, votre perception de vous-même dépendent de lui. Il vous observe, capte vos failles, vos doutes, et les transforme en levier pour vous garder dans son orbite. La psychologie moderne confirme que ce n'est pas la force brute qui rend le narcissique dangereux, mais sa capacité à détecter, en quelques échanges, ce que vous cherchez le plus chez les autres, validation, compréhension, amour sincère. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que le narcissique ne cible pas l'empathe par hasard, mais par stratégie. C'est une alchimie toxique entre son besoin de contrôle et votre désir de donner. Et la prise de conscience de ce mécanisme est déjà une première arme. Plus vous comprendrez la mécanique invisible derrière ce choix, plus vous pourrez non seulement vous protéger, mais aussi préserver votre énergie pour ceux qui méritent réellement votre lumière. Carl Jung disait que « celui qui ne regarde pas à l'intérieur de lui-même marche dans l'obscurité ». C'est précisément dans cette obscurité que le narcissique opère, en explorant les recoins les plus sensibles de votre esprit. Selon une étude de l'université de Cambridge, un manipulateur peut, en moins de 15 minutes de conversation, identifier vos déclencheurs émotionnels,
vos blessures anciennes et vos besoins les plus profonds. Le processus n'a rien de mystique, il repose sur une observation minutieuse, sur la lecture subtile de vos micro-expressions et sur l'art de poser les bonnes questions, celles qui paraissent anodines mais qui ouvrent en réalité des portes béantes dans votre monde intérieur. Sigmund Freud soulignait que le langage inconscient trahit souvent plus que les mots eux-mêmes. Le narcissique, conscient ou non, l'exploite. Il repère ce qui fait briller vos yeux, ce qui accélère votre voix, ce qui vous met sur la défensive. C'est là que commence l'infiltration. Elle est douce, presque imperceptible. Il s'agit de vous amener à partager vos rêves, vos regrets, vos peurs, et de mémoriser chacun de ces éléments comme une carte stratégique qu'il utilisera plus tard. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau humain est câblé pour rechercher la cohérence émotionnelle. Quand une personne valide nos sentiments, notre système limbique libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance. Le narcissique, au début, vous inonde de cette validation. Il s'accorde à votre rythme, imite vos gestes, adopte vos opinions, créant une illusion de parfaite harmonie. Vous avez l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui vous comprend enfin. Mais ce n'est pas une compréhension sincère, c'est une construction soigneusement calculée pour vous rendre dépendant de cette sensation. Une fois cette dépendance émotionnelle en place, la mécanique change subtilement. Les validations se font plus rares, remplacées par des critiques voilées, des plaisanteries qui piquent, des insinuations qui vous poussent à douter de vous-même. Ce qu'on appelle le gaslighting, terme popularisé par un film des années 40, trouve ici sa pleine puissance. Des études récentes montrent que le gaslighting répété peut, en seulement 3 mois, altérer la mémoire émotionnelle et rendre la victime incapable de distinguer ses perceptions réelles des versions imposées par le manipulateur. Épictète affirmait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Le narcissique, lui, modifie cette idée. Il insère dans votre esprit des récits où il est la référence absolue, l'arbitre de votre valeur, le filtre à travers lequel vous interprétez la réalité. En vous coupant progressivement de vos repères, il s'assure que ces mots pèsent plus lourd que vos propres pensées. La tension augmente lorsque vous commencez à ressentir un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous croyez devoir ressentir. C'est là que la mécanique invisible devient une prison psychologique. Vous commencez à vous s'auto-censurer, à minimiser vos besoins, à chercher en permanence son approbation, même lorsque vous savez qu'elle ne viendra pas. C'est un conditionnement qui ressemble étrangement aux techniques utilisées dans les interrogatoires psychologiques, alternance de chaleur et de froideur, de récompense et de punition, jusqu'à ce que la victime s'adapte à n'importe quelle règle imposée. Comprendre cette mécanique, c'est déjà commencer à en briser l'emprise. Car en reconnaissant les signes de cette infiltration émotionnelle, vous retirez à l'agresseur sa plus grande arme, l'accès direct à votre esprit. Et quand cet accès est coupé, tout son édifice de contrôle commence à se fissurer. Marc Aurèle écrivait que « ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles ». Pourtant, lorsqu'un narcissique a infiltré vos émotions, ce jugement se déforme sans que vous en ayez conscience. C'est là que commence le choc silencieux, celui qui ne fait pas de bruit mais qui ronge tout de l'intérieur. Les recherches du docteur Ramani Durvasula, spécialiste reconnu des relations toxiques, montrent qu'en moyenne, il faut entre 18 et 24 mois à une personne empathique pour réaliser que son identité a commencé à se fissurer sous l'effet d'une relation narcissique. Ce n'est pas un coup brutal, mais une érosion lente et méthodique. Tout commence par de petites contradictions. Un jour, vous vous surprenez à hésiter avant de dire ce que vous pensez, de peur de déclencher une réaction froide ou sarcastique. Puis vous remarquez que vos centres d'intérêt changent subtilement, non pas par choix, mais pour correspondre davantage à ce qu'il ou elle valorise. Carl Jung disait que la plus grande tragédie est de devenir ce que les autres attendent de nous, plutôt que ce que nous sommes. Dans cette phase, vous n'êtes pas encore brisé, mais vous commencez à douter. Et ce doute est l'arme la plus puissante du manipulateur. Freud, lui, expliquait que l'identité se forge autour d'un noyau de souvenirs, de valeurs et de repères émotionnels. Le narcissique s'attaque précisément à ce noyau, souvent par des micro-attaques répétées. Des phrases comme « tu es trop sensible »,« tu imagines des choses »,« tu devrais être plus comme » finissent par créer une dissonance cognitive. Les neurosciences confirment que, sous l'effet répété du doute, l'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire et à l'apprentissage, peut réduire temporairement sa capacité à stocker de nouveaux souvenirs positifs, rendant la victime encore plus vulnérable. Ce qui rend cette étape si destructrice, c'est qu'elle ne ressemble pas à une agression classique. Il n'y a pas de cris, pas toujours d'insultes. Parfois, il n'y a que des silences calculés, des regards appuyés, des changements soudains d'attitude. Ce sont ces signaux ambigus qui créent ce qu'on appelle en psychologie l'attachement traumatique. Vous cherchez à retrouver la chaleur initiale, l'admiration des débuts,
et chaque fois que vous l'obtenez, même brièvement, cela renforce le lien. C'est le même mécanisme que l'on observe dans les expériences de conditionnement menées par B.F. Skinner. Une récompense aléatoire a bien plus de pouvoir qu'une récompense constante. Le problème, c'est que cette phase ne se voit pas de l'extérieur. À vos amis, à votre famille, tout semble aller, à peu près bien. Mais à l'intérieur, une transformation profonde est en cours. Vous commencez à internaliser le récit du narcissique. Vos succès paraissent moins brillants. Vos émotions semblent moins légitimes. Vous commencez à vous excuser plus souvent, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. C'est le signe que la fissure est déjà là, même si vous n'en voyez pas encore toute l'ampleur. Sénèque disait, « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Dans cette phase, le narcissique devient votre seul repère, et c'est ce qui le rend si dangereux. Il redéfinit la direction, il choisit les vents, il oriente vos voiles. Et peu à peu, vous oubliez que vous aviez un cap avant de le rencontrer. Ce choc silencieux n'est pas seulement une perte de confiance, c'est le début d'une perte d'identité. Mais c'est aussi l'instant où, si la conscience se réveille, tout peut encore être sauvé. Marc Aurèle affirmait, « L'homme qui fait du mal à autrui se nuit à lui-même ». Derrière la façade éclatante du narcissique, il existe un monde intérieur que peu soupçonnent, un univers tissé de peurs anciennes, de blessures non cicatrisées et d'un vide qu'aucune reconnaissance ne peut combler. Les travaux de Heinz Kohut, pionnier de la psychologie du soi, révèlent que le narcissisme pathologique prend souvent racine dans l'enfance, lorsque l'enfant n'a pas reçu un reflet émotionnel stable. Ce manque crée ce que les chercheurs appellent un trou narcissique, une zone de vide intérieur si intense que la personne passe sa vie à tenter de la remplir par l'admiration et le contrôle des autres. Carl Jung décrivait ce vide comme l'ombre, la partie de soi qu'on refuse de regarder en face. Pour le narcissique, l'ombre est insupportable, car elle contient tout ce qu'il redoute d'être, faible, insignifiant, rejeté. C'est pourquoi il se construit une armure faite de grandeur affichée, de certitudes inébranlables et d'un besoin constant d'être au centre. Mais cette armure n'est pas indestructible. Derrière chaque geste de domination se cache une peur panique de l'abandon. Les études de l'Université de Londres ont montré que les individus présentant un fort narcissisme réagissent aux critiques mineures comme si elles menaçaient directement leur survie sociale, avec une activation anormale de l'amygdale, la région du cerveau liée à la peur. Sigmund Freud voyait dans ce comportement une défense du moi, poussée à l'extrême. En contrôlant les autres, le narcissique croit contrôler la perception qu'ils ont de lui, et donc éviter de se confronter à sa propre fragilité. C'est cette fragilité qui le pousse à cibler les empathes, car ils offrent un réservoir inépuisable d'attention et de compréhension. Mais plus il puise dans cette ressource, plus il renforce sa dépendance. C'est un paradoxe cruel. Celui qui prétend être invincible est en réalité prisonnier de la peur que son masque tombe. Sénèque écrivait, « Celui qui a besoin d'un autre pour être heureux est à jamais esclave ». Le narcissique est cet esclave-là, mais il l'ignore ou refuse de l'admettre. Il vit dans une tension constante, toujours en quête d'approbation, toujours inquiet que quelqu'un voie ce qu'il cache. Cette peur, vous pouvez l'utiliser. Car lorsqu'un empathe comprend que le pouvoir apparent du narcissique repose sur un socle d'insécurité, le rapport de force commence à se rééquilibrer. Les témoignages d'anciens partenaires de personnalités narcissiques confirment souvent le même schéma. Derrière les crises de colère, il y a des moments de doute, de repli, parfois de panique totale. Ce sont ces instants où le masque se fissure que l'on entrevoit l'ombre véritable. Les neurosciences expliquent que cette fragilité extrême vient d'un déficit de régulation émotionnelle. L'incapacité à gérer la honte ou l'échec pousse à réagir de façon démesurée, à attaquer ou à manipuler pour reprendre un sentiment de contrôle. En comprenant que ce comportement n'est pas une manifestation de toute puissance mais une réaction à une peur profonde, l'empathe peut cesser de se percevoir comme une victime impuissante. Il peut commencer à voir les failles dans le système adverse. Et c'est là que la dynamique change. Ce n'est plus seulement lui qui est observé et analysé, mais le narcissique qui se retrouve sous le regard lucide de celui ou celle qu'il voulait dominer. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et c'est précisément là que réside l'arme secrète de l'empathe, cette capacité à transformer ce qui, aux yeux du narcissique, est une faiblesse, en un atout redoutable. La psychologie moderne parle de « résilience empathique », un processus par lequel une personne hypersensible apprend à maintenir sa sensibilité tout en érigeant des frontières claires. Les travaux de Brené Brown, chercheuse en sciences sociales, montrent que les individus capables de conjuguer vulnérabilité et limites saines développent une force relationnelle bien supérieure à ceux qui s'endurcissent complètement. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas lui ressembler. Le piège le plus courant, lorsque l'on se relève d'une relation avec un narcissique, est de croire qu'il faut devenir froid,
distant, voire insensible pour ne plus jamais être atteint. Or, la véritable puissance de l'empathe ne réside pas dans le reniement de son essence, mais dans la maîtrise consciente de son don. Être capable de ressentir profondément est une richesse inestimable, à condition de savoir à qui et à quoi on offre cette énergie. Les neurosciences confirment que l'empathie active des circuits cérébraux liés non seulement à la compréhension émotionnelle, mais aussi à la créativité, à la résolution de problèmes et même au renforcement du système immunitaire. Des études menées à l'université de Berkeley montrent que les personnes qui pratiquent l'auto-empathie, c'est-à-dire la capacité à se traiter avec la même bienveillance qu'elles offrent aux autres, présentent un taux de cortisol, hormone du stress, significativement plus bas. Autrement dit, protéger son énergie émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie psychologique et physique. Carl Jung disait que « nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit ». La période de reconstruction après une relation narcissique est cette nuit. C'est le moment où l'on apprend à distinguer la compassion véritable de la complaisance destructrice. Cela passe par la reconnaissance des signaux d'alerte, les demandes constantes d'attention, la minimisation de vos émotions, la compétition malsaine pour le centre de la scène. Une fois ces signaux identifiés, vous pouvez répondre non pas par la confrontation directe, mais par le retrait stratégique, la réorientation de votre énergie vers ce qui vous nourrit. Freud, paradoxalement, voyait dans la capacité à dire « non » l'expression ultime d'un moi sain. Chaque refus devient une affirmation silencieuse de votre valeur. Et plus vous multipliez ces refus, plus vous renforcez ce que les psychologues appellent, assise identitaire, ce noyau de certitude intérieure qui rend les manipulations inefficaces. L'arme intérieure de l'empathe n'est donc pas un bouclier qui isole, mais un filtre qui choisit. Ce filtre, c'est la conscience aiguisée de sa propre valeur, alliée à la lucidité sur les dynamiques relationnelles. Quand ce filtre est en place, le narcissique perd son pouvoir, car il ne peut plus exploiter l'innocence émotionnelle qui, autrefois, lui ouvrait toutes les portes. Et c'est là que commence la véritable transformation. Vous n'êtes plus une proie lumineuse dans l'obscurité, vous devenez une lumière consciente, capable d'éclairer sans se laisser consumer. Épictète écrivait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » La sortie du labyrinthe avec un narcissique commence exactement là, dans ce moment où vous cessez d'attendre qu'il change, qu'il comprenne ou qu'il reconnaisse vos efforts. Les recherches de Judith Herman, spécialiste mondiale du traumatisme relationnel, montrent que le véritable rétablissement ne survient pas lors de la rupture elle-même, mais dans la reconstruction de l'autonomie émotionnelle qui suit. C'est un processus actif, qui demande à la fois lucidité et discipline. La première étape est de comprendre que le labyrinthe n'est pas seulement fait des manipulations du narcissique, mais aussi de vos propres schémas d'attachement, souvent forgés bien avant cette rencontre. Freud soulignait que l'on rejoue inconsciemment, dans nos relations adultes, des scénarios émotionnels vécus dans l'enfance. Identifier ces répétitions est crucial, car cela permet de rompre le cercle avant qu'il ne se reforme avec une autre personne. Les neurosciences confirment que de nouvelles connexions neuronales peuvent se créer en seulement 21 jours de pratique consciente, ce qui signifie que des habitudes émotionnelles peuvent être réécrites plus vite qu'on ne le croit. Sénèque disait « Ce n'est pas la faute du vent si tu ne sais pas où diriger ta voile. » Reprendre le contrôle, c'est redevenir le capitaine. Cela implique d'établir des limites non négociables, non pas pour punir l'autre, mais pour protéger votre intégrité. Les témoignages de survivants de relations narcissiques révèlent que ceux qui ont retrouvé un équilibre durable sont ceux qui ont appris à investir leur énergie dans des activités qui renforcent leur sentiment de compétence et de valeur, projets créatifs, engagement social, apprentissage continu. Carl Jung rappelait que « celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». La sortie du labyrinthe passe par cette introspection profonde, souvent accompagnée de moments inconfortables où l'on se confronte à ses peurs. Mais c'est dans cette traversée que se révèle la force que le narcissique voulait étouffer. Vous découvrez que vous n'avez jamais réellement perdu votre lumière, elle était simplement recouverte par les ombres qu'on vous imposait. Le plus puissant des renversements survient quand vous réalisez que vous n'êtes plus dans une posture de survie, mais de création. Vous ne vous contentez plus d'éviter les pièges, vous tracez vos propres chemins. C'est ce que la psychologie positive appelle la croissance post-traumatique. Non seulement se relever, mais s'élever à un niveau de conscience et de force supérieur à celui d'avant la chute. Et alors, le cycle se brise. Non pas parce que le narcissique a disparu, il y aura toujours d'autres manipulateurs dans le monde, mais parce que leur langage ne vous atteint plus. Vous avez changé de fréquence. Vous êtes passé du rôle de cible à celui d'observateur averti. Et cette position, aucun prédateur émotionnel ne peut l'arracher. Comme le dirait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force.